C'est déjà terminé après 3 semaines palpitantes. Le Giro d'Italia a décerné son vainqueur, Egan Bernal, de retour au plus haut niveau après un problème de dos qu'il avait notamment handicapé sur le dernier Tour de France. On reviendra sur la victoire du jeune Colombien en première partie. Et puis notre invité du jour, encore une fois prestigieux, il a levé les bras en Italie. Victor Lafay, le coureur de la Cofidis, vainqueur de la 8e étape à Guardia Sanframondi. Et puis on terminera sur les prestations de nos Français en Italie. Ont-elles été bonnes ? Mais pour le savoir, j'ai besoin de monde pour m'accompagner. La Dream Team est de retour. Rémi Dos Santos à ma gauche, bonjour. Bonjour Johan, bonjour à tous. Jérémy Sakian, comment ça va ? Mais ça va très bien, je vous ai préparé un quiz aux petits oignons. Oui, comme d'habitude, on le sait. D'ailleurs, en parlant de quiz, il y a notre expert du jour qui est expert aussi dans les quiz. Anthony Nicolas, comment ça va ? Salut Johan, bonjour à tous, ça va très bien, merci. Ouais, expert, ça dépend des fois, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Petite surprise pour toi. En tout cas, ça fait du bien d'être de retour après 3 semaines d'interruption. Messieurs, c'est parti pour le départ. Bernal, nouveau roi du Giro après 3 semaines de haute lutte, le Colombien remporte un 2e grand tour après le Tour de France 2019. 2 étapes en prime, Bernal n'a pas failli cette fois-ci. The 2021 Giro d'Italia has frankly been bossed by Egan Bernal. Colombia el título, Zipaquira para el mundo, Egan Bernal, el joven maravilla. Not for the now, but for the ages. The race goes to Colombia and to Egan Bernal. J'aime bien moi l'hymne colombien, il est joli en tout cas. Après cette victoire d'Egan Bernal, on a entendu sur le podium du Giro, et cette victoire d'ailleurs d'Egan Bernal, beaucoup de personnes l'avaient vu venir autour de la table. Que des Madame Irma. On commence d'abord par moi-même, parce que voilà ce que je disais avant le départ de l'épreuve, je le rappelle. Un certain doute sur son état de forme, c'est Egan Bernal. Problème de dos, il peut pas jouer le général et il finit par abandonner. Ouais, j'avais tout vu là-dessus. Et puis, alors, le grand gagnant du jour. Pour une fois qu'il gagne quelque chose, Anthony Nicolas. Attention, c'est pépite, écoutez. Je verrais plus un Georges Bennett qu'un Egan Bernal. Voilà, plus Georges Bennett que Egan Bernal. On rappelle le classement de Georges Bennett. Non, vaut mieux pas parce qu'on ne le trouvera pas dans le top 10. Merci Anthony pour ton expertise à chaque fois. On n'avait pas vu juste, mais finalement c'est bien Bernal qui nous a fait mentir. Hein. On avait peut-être oublié à quel point il était fort, Bernal. Je te laisse finir ce fou rire, Anthony, et tu vas me dire pourquoi c'était le patron sur ces 3 semaines. Alors j'ai un petit peu de doute sur le montage quand même là, parce que moi il me semble que j'avais donné... Il n'y a aucun montage. Aucun problème. Almeida, j'avais joué Almeida en favori. T'avais quand même dit Bennett supérieur à Bernal, voilà. Je m'étais un petit peu fait avoir par les déclarations de celui-ci, qui on l'a vu a été totalement, pas dire transparent, mais presque sur ce Giro. Egan Bernal qui m'a un petit peu surpris, mais j'ai surtout vu une équipe Ineos très très forte. Et un Egan Bernal qui a su, les jours où il a fallu mettre au fond, il l'a mis et il a pris de l'avance. Et puis ensuite, c'était de la gestion pour les Ineos avec un Felipe Martinez qui a été pour moi énorme sur ces 10 derniers jours et qui était vraiment énorme aux côtés d'Egan Bernal. Rémi, pareil pour toi, le patron c'était Egan Bernal, mais aussi bien sûr son équipe Ineos qui a été... comme souvent, incroyable sur le Grand Tour. Ouais, incroyable. Moi, l'équipe Ineos, alors elle était très forte, il n'y a pas de souci, aucun doute là-dessus. On est quand même loin de l'armada qu'ils avaient au début des années 2010 pour emmener Wiggins, Froome ou Thomas gagner le Tour de France surtout, les grands tours, les autres grands tours aussi. Parce que Daniel Felipe Martinez il fait un Giro monstrueux. On parle pas de ça. Encore une fois, on a un lieutenant qui est pratiquement meilleur que son leader sur certains moments chez Ineos. Ensuite, Castroviro a été très bon en montagne. Ganna a fait son taf dans la plaine, il a contrôlé le peloton sur les étapes de transition. Après les autres, Sivakov il a vite abandonné, Puccio et Narvaez, on les a pas beaucoup vus, donc moi j'ai surtout vu un très très bon Egan Bernal, certes bien secondé par Martinez, mais j'ai surtout vu un grand Egan Bernal. Il y avait aussi des adversaires sur ce Giro, il n'était pas tout seul Egan Bernal. On a cru notamment un retour de Simon Yates sur la fin, ou une surprise Caruso, quelle belle surprise d'ailleurs, 2e de ce Giro, mais il avait quand même un bon matelas Egan Bernal pour aller remporter ce Tour d'Italie. Alors c'est quoi ? C'était parce qu'il était trop fort ou les adversaires n'étaient pas vraiment au top, surtout quand on voit par exemple un Damiano Caruso 2e, Anthony ?
Ouais, alors déjà, Damiano Caruso il s'est retrouvé propulsé un petit peu leader de la Bahreïn suite à l'abandon de Landa, ce qui est d'ailleurs bien dommage, hein, parce que quand on voit la Bahreïn avec un Matej Maoric ou un Caruso, la forme qu'ils avaient, j'aurais bien aimé les voir aux côtés de Landa face justement à la Ineos. Donc je pense pas moi qu'il y avait moins de concurrence, mais après il y a aussi une chose qui se passe maintenant dans ces grands tours, c'est qu'on voit que l'Ineos là en l'occurrence, comme je disais tout à l'heure, tape un grand coup sur une étape, prend de l'avance, et ensuite il y a sur ces étapes qui suivent, il y a de la défense. Ineos défend le maillot, mais il y a aussi les accessites, quoi, les 2, 3, 4 et 5 qui défendent leur place au général, et du coup Ineos se retrouve, on va dire entre guillemets, aidé par d'autres équipes. On l'a vu avec la De Koenig qui a roulé certaines journées, ou la Astana, ou les Astana qui ont roulé, Bike Kitchen aussi ont roulé, et du coup ça fait un petit peu le jeu de Ineos, hein, dans ces grands tours, mais c'est un petit peu récurrent, on voit ça maintenant sur de plus en plus de grands tours. Rémi, toi, ce que tu en penses, est-ce que par exemple un Simon Yates qui finit 3e aurait pu ou aurait dû être un peu plus haut, ou c'est vraiment Bernal qui était au-dessus? Moi je dirais les deux, voilà, une belle réponse de Normand. Bernal était au-dessus, je pense que clairement il l'aurait gagné quelles que soient les circonstances. Par contre il y en a certains qui ont déçu. Vlasov m'a déçu, Bardet m'a déçu, on en parlera plus tard. Yates il avait l'air prêt trop tôt, on en avait parlé déjà pendant le Tour des Alpes, on se posait la question, manifestement Yates n'était pas encore à fond sur le début du Giro, il finit mieux. Mais il a accumulé trop de retard au début, donc c'est vraiment un peu des deux, mais même un Yates à 100%, il ne serait pas allé chercher ce Bernal là. Oui, Bernal qui marque son retour au plus haut niveau, il serait maintenant capable, s'il y avait en face des Roglic ou des Pogacar, pour lutter contre eux. Anthony, est-ce que tu sens qu'il est revenu au même niveau que les Slovènes qui pour l'instant gagnent à peu près tout, toute l'année d'ailleurs? Moi je vais un peu être à l'inverse de Rémi. Pour moi il était fort sur ce Tour d'Italie, mais il m'a pas impressionné, et moi je pense que en face d'un Roglic ou d'un grand Pogacar, il aurait été un petit peu juste. Ah oui, tu penses que par exemple à niveau, en tout cas si jamais on avait vu les trois sur le Giro, tu penses qu'il serait un petit peu un ton en dessous de Roglic ou de Pogacar? Clairement, sur la dernière semaine du Giro, on l'a vu dans la gestion, hein, Egan Bernal. Hein. Pour moi, il était l'étape où on le voit, on voit les images folles avec Felipe Martinez qui l'encourage. Les étapes de montagne qui ont suivi, il était vraiment dans la gestion, et on n'a pas vu un Egan Bernal écraser la concurrence. Donc, revenu à 2019, je n'irai pas jusque-là. Mais non, il était costaud. Mais pour moi, il n'est pas encore revenu à son top niveau. Moi, je pense que justement, il a été en gestion, comme tu as dit, en effet. Il a bien géré sa fin de Giro. Et il ne faut pas oublier qu'il avait des problèmes de dos il n'y a pas si longtemps. Il n'était pas certain d'être à 100% sur ce Giro. Et moi, je me dis, comme ça, s'il n'a pas été à 100%, quand il sera encore plus fort, à mon avis, qu'un Roglic ou qu'un Pogacar. Un Giro comme celui-là, Pogacar, ils ont à peu près le même niveau en montagne. Pogacar est meilleur en contre-la-montre, mais il a une moins bonne équipe à ses côtés. Et Roglic me paraît moins bon en montagne qu'un Bernal. Donc moi, je le mettrais vraiment au même niveau. Évidemment, après, les parcours sont pas les mêmes. Donc sur un tour comme celui de cette année, il n'y a pas débat. Mais moi, je le mets déjà dans la catégorie des Roglic ou Pogacar, Bernal. Ils seront peut-être tous ensemble sur la Vuelta. Sait-on jamais comment va se passer cette saison, mais ça serait plutôt incroyable. Mais on parle de Bernal quand même, qui à 25 ans a déjà un Tour de France et un Tour d'Italie dans la besace. Il n'y en a que 3 qui ont fait ça dans l'histoire auparavant. Gimondi, Bartali et Merckx. Est-ce qu'il peut faire partie de ces légendes-là? Parce que déjà, on le cite parmi ces grands noms du cyclisme. Anthony, Merckx, c'est quand même un poil compliqué. Mais pour l'instant, il est au niveau de ces coureurs-là. Au palmarès. Il est au niveau de ces coureurs-là. 25 ans, il est dans la pleine force de l'âge. Et est-ce qu'on pourra l'avenir nous le dira, mais je pense que oui, il en prend le chemin. Rémi, toi aussi, est-ce que tu penses que c'est pas la fin d'Egan Bernal, il n'a que 24 ans, il pourra en gagner beaucoup d'autres, et pourquoi pas rattraper ce genre de coureur, de star, de légende?
Ah, il peut clairement. Encore une fois, hein, il a une très belle équipe avec lui, il peut même gagner tout seul. Donc, ouais, il a le temps. Je pense qu'il va en gagner quelques autres. Alors oui, il ira pas chercher Merckx, je pense, parce que la densité est quand même bien plus élevée qu'à l'époque. Mais il peut aller chercher un Froome, je pense peut-être. Ah, Froome. D'ailleurs, Froome sur le Dauphiné, on en parlera peut-être un petit peu après, qui est pas forcément en forme en ce moment. En attendant, on passe à une rubrique. Alors, c'est pas on n'attaque pas. C'est d'accord, pas d'accord. Vous allez voir, il y a un petit changement pour cette fois-ci. Attaque de Pierre Roland encore une fois. Personne ne réagit. Alors, pas d'attaque, on n'attaque pas, je l'ai dit tout à l'heure. En fait, je vais vous dire des phrases et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ensuite, si j'ai envie, bien sûr, si j'ai envie, je demanderai de vous justifier en une phrase, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent le faire très long autour de la table et je ne vise personne. Donc du coup, première interrogation, Landa n'aurait pas fait mieux que Caruso. D'accord, pas d'accord, Rémi? Totalement d'accord. Anthony? D'accord. La De Koninck s'est trompé sur son leader en début d'épreuve. Oui, ils sont trompés, oui, d'accord. Ouais. Bah, je suis pas totalement d'accord. Je suis pas d'accord, mais je suis pas totalement d'accord non plus. Parce que. Vas-y, je te donne la main. Vas-y, tu peux le justifier. Vas-y, j'ai l'impression que tu as envie de dire des choses dessus. Parce qu'en plus, il y a Joao Almeida dedans, c'est pour ça. Le truc, c'est que, évidemment, Remco, il avait pas la caisse pour tenir 3 semaines. En même temps, Almeida, ce tour, il était bien trop montagneux pour lui. Donc, je pense qu'ils ont joué les 2 cartes. Et Almeida s'est raté en premier. Donc, il a joué pour Remco. Et ça s'est pas allé au fond. Donc, ils se sont pas ratés. Ils avaient juste pas les bonnes cartes. Les sprinters qui abandonnent en début de grand tour, et notamment des cyclocrossmen comme Tim Merlier, c'est nul? Non. Totalement d'accord. Ne se prononce pas, on peut Alors moi j'ai dit d'accord, pas d'accord. Il n'y a pas ne se prononce pas dedans. Mais... Non, moi je suis pas d'accord. Pas d'accord parce que tu trouves ça normal par exemple qu'un Merlier abandonne et aille gagner une course entre temps Alors je dirais pas jusqu'à dire que c'est normal, mais les coureurs s'alignent sur des épreuves, ils ont la possibilité. Après, en plus, là, on a vu l'organisateur du Tour d'Italie lui donner à valider qu'il est sur notre course. Non, je crois pas qu'il faut faire de procès. On a vu aussi Caleb Ewan qui a abandonné. Il n'y a pas eu tant d'histoire. Effectivement, Tim Merlier s'est réaligné sur une autre épreuve et était à la gagner. Bon, ça a un petit peu fait jaser un petit peu la planète Twitter et autres, mais ça n'a pas été plus que là. Et pour moi, plus loin que ça. Et pour moi, il faut pas lui faire de procès. La je dis pas quatrième... ça parce que c'est un cyclocrossman. Bien sûr, évidemment, on te croit. La 4e place de Vlasov, franchement, c'est une déception. Ouais, je suis plutôt d'accord. Ouais. Plutôt d'accord aussi. Pourquoi, Rémi, du coup? On en attendait beaucoup. Il fait 2e de Paris-Nice. Il avait des ambitions. Il fait 2e du Tour des Alpes aussi derrière Yates. Donc on pouvait s'attendre à mieux. Il a été souvent lâché assez rapidement. Après, il a sauvé les meubles à chaque fois. C'est pas digne d'un leader. Sans sa chute, Bourman, finalement, il joue le podium, comme on l'avait bien sûr bien pressenti. Rémi? Encore un énorme flair de l'équipement peloton. Non, je pense qu'il aurait fini par lâcher au bout d'un moment. Anthony? Oui, je suis d'accord avec Rémi. Et la dernière, c'est franchement, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter de faire des prédictions? Totalement d'accord. Totalement d'accord. Anthony? Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais. Voilà, on est d'accord aussi. Celle-là, on ne l'avait pas vu venir. La victoire d'étape de Victor Lafay sur la 8e étape du Giro. Et c'est notre invité du jour dans l'échappée. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. Victor Lafay, coureur de Cofidis, nous a rejoint. Comment tu vas, Victor? Ça va bien, là je suis rentré à la maison depuis quelques jours et c'est vrai que le repos, ça fait du bien. Tu as remporté une très très belle victoire à Guardia Sanframondi. Maintenant que le Giro est terminé, est-ce que tu réalises ce que tu as fait en Italie? Pas tellement, à vrai dire, c'est vrai que j'ai pas beaucoup repensé ces derniers jours. Je pense que ça va plus arriver quand je vais croiser un peu ta famille, tes amis ou même les collègues coureurs. Et c'est vrai que je réalise pas, au début je me disais ouais, ce serait incroyable si j'arrive à gagner une étape du Giro. C'est vrai qu'une fois que je l'ai réalisé, c'est bizarre mais ça me semblait un peu moins incroyable. Donc ouais, c'est difficile à réaliser justement. Bah justement, quand on gagne une première fois en professionnel sur un grand tour, comme ça c'est un petit peu embêtant parce que qu'est-ce qu'on peut faire mieux maintenant? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de mieux? Ah bah si, faire mieux, on peut toujours. Hein. Déjà, une victoire sur le tour, c'est toujours mieux. Mais après, il y a aussi comment on gagne. C'est vrai que là, je gagne en échappée avec des mecs
qui n'avait pas forcément le profil puncher grimpeur sur une arrivée comme ça. Donc après, il y a aussi contre qui on gagne, si on gagne en sortant du peloton avec les costauds. Non, et on peut toujours faire mieux. Et puis, sans parler de mieux, c'est les victoires, elles sont toutes différentes. Après le Tour d'Espagne l'an dernier, faire le Tour d'Italie, c'est encore une progression supplémentaire? Ouais, l'année dernière, en fait, je devais faire le Giro à la base. Comme j'avais eu la Covid en septembre, on avait décalé et je suis parti sur la Vuelta, qui avait été une super expérience, pas facile, mais c'était génial parce qu'on avait Kim Martin en leader et pour l'accompagner à chaque fois dans les échappées, j'ai beaucoup appris et même physiquement, ça m'a fait passer un palier. Et là, d'aller sur ce Giro, je pense que c'était une très bonne chose parce que, comme il y avait un groupe sprinter et le groupe grimpeur ne jouait pas le général sur ce Giro, du coup, on a pu vraiment en profiter pour aller dans les échappées. Et comme les échappées allaient souvent en bout, c'est comme ça que je peux tirer mon épingle du jeu. Je me demandais si tu avais profité de la confiance acquise sur le Tour de la Communauté de Valence pour partir en échappée et puis pour justement aller gagner. 4e, on le rappelle, du classement général. Ouais, forcément, ça met en confiance et surtout ça rassure en fait sur la condition. C'est vrai qu'à l'entraînement, on a des données sur la puissance, etc. qu'on fournit pour savoir si on est en forme ou pas. Mais c'est toujours bien de se rassurer sur des courses en validant par des résultats. Donc je pense que oui, ça m'a servi pour me dire que j'étais capable de le faire. Et ça m'a du coup aussi rassuré le jour où j'étais dans l'échappée en me disant bon, voilà, j'ai réussi à être bon à Valence. Je devrais pouvoir arriver à jouer la gagne aujourd'hui. Alors tu as une belle victoire sur ce Tour d'Italie, mais tu as peut-être aussi des échecs par le passé. Je vais me dire si jamais c'est le cas. Tu étais formé au sein de Chambéry Formation, mais tu n'as pas été pris par AG2R à l'époque. Est-ce que c'était une déception pour toi? Non, pas du tout, parce que mon parcours au CCF, il a été assez compliqué justement par une blessure sur le fémur où j'avais donc une excroissance osseuse qui était venue me gêner. Donc finalement, en fait, j'ai fait 13 mois d'arrêt pendant mes 2 ans au CCF. Donc j'avais aucune chance en fait d'être pris à G2R. Et si j'ai changé derrière, c'était pour me relancer. Et c'était d'un commun accord aussi avec le CCF. Et je suis parti à Bourg-en-Bresse. Et là, dès la saison 2017, j'ai réussi donc à très bien me relancer. D'ailleurs, j'ai été champion de France. J'ai fait un bon Rhône-Alpes Isère Tour, un bon Tour de Pays de Savoie. Et c'est ce qui m'a fait signer avec Cofidis. Ouais, tu étais champion de France et tu as aussi réalisé une belle 2e place sur les championnats d'Europe Espoir un peu plus tard. Derrière un certain Marc Hirschi, lui, il gagne déjà. Toi, ça y est, tu commences à gagner. Mais tu sens que tu arrives maintenant tu as progressé, maintenant que tu arrives un peu à maturité pour pouvoir maintenant gagner des grandes courses comme tu l'as fait sur le Giro. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir un peu de retard, que ce soit par mes 2 années au CCF ou là même ma première année chez Cofidis qui a été très compliquée avec les blessures. Donc j'ai l'habitude d'avoir du retard, ça me fait pas peur, mais par contre j'arrive quand même à mesurer ma progression d'année en année. Après voilà, je suis pas encore au niveau d'un Marc Hirschi, ça je le sais bien, mais pourquoi pas y être dans quelques temps. En tout cas, ça va être un peu voilà mon objectif et c'est ce qui me donne envie de continuer. Donc moi, ce retard ne me fait pas peur et je suis content aujourd'hui d'arriver à jouer justement les premiers rôles sur des courses. Anthony, tu as peut-être une question pour Victor? Ouais, une petite question rapide. D'abord, j'ai encore le féliciter pour sa superbe victoire Évidemment. pleine de punch. Et j'aurais voulu savoir si tu avais donné un petit peu des idées. On sait que tu te classes dans la catégorie puncher-grimpeur. Et est-ce que par la suite, est-ce qu'un classement de la montagne sur un grand tour pourrait être un objectif qui un t'attire? classement général aussi, on peut rêver. Oui, bien sûr. Ne grillons pas les étapes. Un classement meilleur grimpeur, pourquoi pas. Après, disons qu'il faut arriver à être dans les échappées assez souvent. Moi, je préfère quand même essayer de me dire que je vise une victoire d'étape. Mais après, je pense que dès qu'on commence à avoir des points au classement de la montagne, on se prend en jeu. Et je l'ai vu avec Guillaume sur la Vuelta l'année dernière et même avec Geoffrey Bouchard sur le Giro. Et puis un classement général, je pense que ce sera peut-être plutôt d'abord sur des courses d'une semaine qu'il faudra essayer. Je trouve que j'ai encore un peu de mal à être régulier dans la performance. Les jours où vraiment je me bats jusqu'au bout pour faire une belle perf, le lendemain je le paye encore un peu. Donc ça va venir avec le temps, on verra, mais c'est sûr que j'aurai sûrement des occasions de le faire.
Étape par étape, donc pour toi, Victor, et je pense qu'il y a quelque chose dont tu n'es pas vraiment prêt encore aujourd'hui, c'est la giclette. Personne n'y est prêt. Ouais, personne n'est vraiment prêt. Tu vas voir, c'est une petite rubrique juste pour toi. C'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. Jérémy Sakian est avec nous pour faire la giclette du jour avec Victor Lafay. Tu vas cuisiner le coureur de la Cofidis aujourd'hui. Salut Victor, bon, ils sont un petit peu survendus, hein. C'est une rubrique très bienveillante. Je vais te faire des propositions en lien avec ta victoire d'étape. Et tu devras simplement me donner un nom pour chaque affirmation, celui que tu juges le plus approprié, tout simplement. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Alors, quel était le coureur de l'échappée que tu craignais le plus le jour de ta victoire? Je pense que c'était Carboni. Il semblait le plus affûté et le plus malin au début. Quel est le coéquipier qui t'a le plus encouragé à l'oreillette ou qui a le plus hurlé à l'arrivée? Bah, à l'oreillette, c'était surtout Jean-Luc Jonron qui était dans la voiture qui m'a le plus encouragé. Mais sinon, je sais pas, Nicolas Hédé, Nathaniel Béran, je pense. Maintenant, il va falloir balancer le soir après ta victoire. Qui a le plus abusé du champagne? Sûrement Fabio Sabatini. Quel est le message de félicitations le plus inattendu que tu as reçu? Oula, Emmanuel Macron qui m'a envoyé un message. Bah si, le message de la part du sélectionneur de l'équipe de France, forcément, Thomas Vocker. Un ami du podcast d'ailleurs, Thomas Vocker, qu'on salue. Ouais. 5e question, quel membre du staff était le plus ému? Je pense que c'était Jean-Luc. Ah, c'est pas Cédric Vasseur? Bah si, forcément, mais après Jean-Luc était dans la voiture, donc il était juste derrière moi et il a vécu ça de l'intérieur. Et je crois qu'il a eu un peu des larmes aux yeux. Et la dernière question, ça c'est un peu pour la rigolade. Qui est le premier à t'avoir sorti le jeu de mots? Ça y est, Victor l'a fait. Oh oui, c'est bien sûr. Ah oui, bien sûr. Les journalistes, forcément. C'est toujours dans le mauvais coup, ceux-là. C'est toujours nous les coupables. Non, mais c'est clair, mais pourquoi? Oui, c'est vrai, bien sûr, évidemment. Merci Victor, désolé pour le jeu de mots. Tu as fait partie des coureurs français les plus en vue sur Giro. On te félicite encore pour ta victoire. Mais il n'y a pas eu que toi, il y a eu d'autres Français aussi, bien sûr, qui ont brillé. On vous parle tout de suite dans le sprint. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marc! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! Non, il n'y a pas eu de victoire au sprint pour les Français sur ce Giro, mais il y a quand même une victoire d'étape. On l'a eu tout à l'heure. Victor l'a fait. Un top 10 du général avec Romain Bardet, un maillot distinctif, celui du maillot bleu de Geoffrey Bouchard. Voilà le bilan tricolore en Italie. Finalement, Anthony, qu'est-ce que tu retiens de ce Giro côté français? Alors la satisfaction, bien sûr la victoire de Victor Lafay qui a été une satisfaction pour le clan français, le maillot de la montagne pour Bouchard. Après j'étais un petit peu, mais je pense qu'il y est pour rien. Moi j'ai jamais l'impression qu'il y avait un petit embroglio, on va dire, à la DSM en début de tour. Est-ce que c'était Hindley le leader ou Bardet? Finalement ça s'est assez vite décidé à la pédale. Et un petit peu, je pensais que Romain allait faire un petit chouille mieux, quoi. Il aurait mérité en tout cas. On parlera de Romain Bardet bien sûr en longueur tout à l'heure. Rémi, qu'est-ce que tu retiens de ce joli Giro d'Italie? Côté français, je suis beaucoup de regrets en fait. Beaucoup de regrets. Il y a des bonnes choses, hein. Bouchard l'a fait bien sûr, mais beaucoup de regrets. Romain Bardet et aussi Rémi Cavagna surtout. On le voyait en rose dès le premier soir à Turin. Finalement, il prend 18 secondes par Ganna sur un peu plus de 8 km. C'est énorme, même s'il est 5e. C'est pas ridicule, mais il est loin. Et puis surtout, il y a cette chute sur la dernière étape, le manque de lucidité. Alors oui, il y avait 3 semaines de course et tout, mais Ganna, il avait laissé la porte ouverte avec cette crevaison. Et puis il y a cette chute bête dans le dernier virage. Donc beaucoup de regrets pour les Français, et en particulier pour Cavagna, qui était aussi pas loin de gagner la 17e ou la 18e étape, je sais plus, quand Bettiol va le chercher. Bon là c'était juste à la pédale, mais beaucoup de frustration. Et il a un peu la poisse, Cavagna, je sais pas, il y a un peu ce côté chat noir, parce qu'à chaque fois il passe tout près d'un succès de prestige, et il se loue pour, alors la chute sur le chrono, voilà, bon après dans la montée il y avait un Bettiol stratosphérique, peu importe, il y a eu beaucoup de choses, petites choses qui font que Cavagna il lui manque un tout petit truc, Anthony. Ouais, il n'a pas manqué grand-chose, c'est vrai, hein, sur cette étape-là. Il a manqué quoi, je sais pas, 300 mètres d'ascension. Ouais. Parce que s'il bascule, on le voit plus. Mais Bettiol descend quand même pas mal aussi. Mais s'il bascule devant, c'est quasiment gagné. Effectivement, ouais, le prologue, la première étape où on l'attendait au tournant et on l'avait donné dans nos. Enfin, moi, je l'avais mis dans mes petits papiers. Je pensais que. Je l'ai pas noté celui-là, je l'ai pas coupé.
Non, je vais pas monter bizarrement. C'était un chrono pour lui. Ouais, c'est vrai que y a cette petite, on va pas dire une malédiction, mais il faudrait qu'à un moment les planètes s'alignent et qu'ils mettent au fond, parce que on commence à être toujours pas loin, mais malheureusement dans le cyclisme et comme dans tout grand sport, on se souvient que des vainqueurs. Donc il faudrait que la roue tourne. Cavagna, un poil de déception pour Rémi Cavagna sur ce Giro. Est-ce qu'on est déçu alors du Tour d'Italie de Romain Bardet qui termine à la 7e place du général, mais qui a été quand même acteur, mine de rien. Il n'a pas fait que suivre les leaders. Alors quel est le sentiment qui prédomine? Est-ce que c'est un peu déception? Est-ce que c'est de l'encouragement? On se pose un petit peu la question après ces 3 semaines, Anthony. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que... J'avais vraiment de bons espoirs pour Romain Bardet qui arrivait dans cette nouvelle formation. On sait qu'en plus ce Tour d'Italie, ça quand même lui convenait, quand on voit le tracé, ça lui convenait. Mais ouais, est-ce que on a eu ce début de tour ou est-ce que il est le leader ou est-ce que c'est Bardet? On ne savait pas et je ne sais même pas si eux le savaient chez eux. Et puis ça s'est fait à la pédale. Et ensuite, on a vu un Romain qui a réussi à suivre, qui a fait de belles choses, mais qui passe aussi à côté à chaque fois. Et pour moi, une 7e place au général qui est pour moi, je trouve un petit peu décevante. Oui, parce qu'il y a des coureurs devant, notamment un Caruso ou même un Martinez qui était équipier de Bernal. C'est des coureurs qui, déjà, Caruso, il l'a battu par le passé, mais un Martinez équipier, il peut normalement aussi essayer de finir devant. Est-ce que pour toi, Rémi, quand tu le vois, est-ce que tu as l'impression qu'il a régressé par rapport aux années précédentes? Non, moi je pense pas qu'il ait régressé, je pense qu'il a juste pas progressé. Voilà. Romain, il stagne depuis quelques années, en tout cas il a l'air. Ses résultats sont plus aussi bons qu'avant, mais il n'est pas largué. Voilà, il n'est pas largué, mais il est moins acteur quand même. Je l'ai quand même trouvé très attentiste. Enfin, ou en tout cas, il a pas mal subi la course de mon point de vue. Et ouais, il est plus aussi offensif et plus aussi létal qu'avant. Il a fait des magnifiques attaques et des magnifiques accélérations sur les tours 2016, 2017. Même sur d'autres courses, sur des courses d'un jour. C'est vrai que là, depuis 2 ans, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que c'est surtout l'adversité qui s'est élevée plutôt que lui qui a régressé. Ouais, on l'a vu quand même offensif sur la dernière étape de montagne à l'Alpe Mota, où là, encore une fois, il a fait une stratégie qu'il a l'habitude entre guillemets de faire, Romain Bardet, avec une attaque dans la descente, mais cette fois-ci il n'a pas réussi à aller chercher la victoire alors que Caruso a roulé depuis le début de l'ascension. On a l'impression que finalement maintenant le niveau de Romain Bardet, c'est être entre un top 5 et 10 sur des grands tours et qu'il pourra plus faire beaucoup mieux. Anthony, je ne sais pas si c'est cette impression que tu as aussi, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un mur maintenant qui peut plus être dépassé par Romain. Il y a aussi l'âge. Maintenant, on dit l'âge, mais parce qu'on a l'habitude avec des Pogacar qui arrivent tout jeunes. Mais moi, j'ai envie quand même de lui donner encore un an. Là, c'est sa première année à la DSM. Il y a besoin aussi de prendre des repères dans ces nouvelles équipes, peut-être des nouvelles méthodes de travail. Moi, je pense pas que ça soit qu'il soit au sommet. Moi, j'ai encore envie d'y croire et pour moi, laissons-lui encore un 2022 avec des aussi. Faut savoir aussi que l'année dernière a été spéciale avec la pandémie, que ces choses-là, les années là, les préparations ont été un petit peu faussées. Moi, j'ai encore envie d'y croire mais je pense vraiment que le Tour d'Italie, c'est vraiment un tour qui est fait pour Romain. Ouais, en plus avec ce changement d'équipe, ça aussi, ça peut être un petit peu nouveau pour lui, même si son équipe d'ailleurs l'a bien aidé sur ces 3 semaines. Donc du coup, toi, tu penses qu'il faut encore lui laisser un petit peu de temps, mais nous, alors, on se demande et on se pose la question, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux trouver un nouveau challenge, viser les victoires d'étape dans les étapes de montagne, ça, il en est capable, ou alors un nouveau challenge comme on l'a vu sur les courses d'un jour où il a su briller. Voilà, c'est... Rémi, je ne sais pas si tu penses la même chose que moi, mais est-ce que ça ne serait pas aussi le moment de devoir trouver un peu autre chose? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Romain Bardet, c'est un formidable coursier. Il a eu des résultats monstrueux sur des courses d'un jour. Il fait 2 de Liège-Bastogne-Liège, il fait 4 d'un Tour de Lombardie, il fait 2 d'un mondial, un mondial très dur en plus. Sur les courses d'un jour, il est vraiment très bon. Il a quand même une belle science de la course.
Et je le sens aujourd'hui plus dangereux sur une course d'un jour que sur une course par étape. Donc pourquoi pas aller chercher des étapes sur les 3 grands tours, il en a déjà 3 sur le tour, pourquoi pas aller en chercher une au moins sur le Giro et la Vuelta, pourquoi pas des maillots distinctifs aussi, ça mange pas de pain. Mais vraiment, les courses d'un jour, il peut gagner une Doyenne, il peut gagner un Tour de Lombardie, pourquoi pas une Classica San Sebastian aussi. C'est des belles courses. En France, on est matrixé par le Tour de France et d'une manière plus générale les grands tours. On peut avoir un magnifique palmarès et une très belle carrière sans avoir gagné le Tour de France. Il a été 2 fois sur le podium en plus, donc il n'a pas non plus été nul sur la grande boucle. Nous aussi, on va avoir le droit à un vrai challenge, hein, mais pas un nouveau, puisque c'est l'heure du quiz. Jérémy Sakian de retour avec nous pour le quiz avant tout, parce que je sais que tu vas un petit peu te la péter pendant ce quiz. Je vais te calmer direct. Et voilà ce que disait notre ami, le roi du quiz, Jérémy Sakian, avant ce Giro d'Italia. Et pour ma part, je vais tenter le coup du siècle qui sera finalement très peu coté. C'est le retour gagnant de Remco Evenepoel, maillot rose à Milan dans 3 semaines. T'as gagné ou pas finalement? T'as récupéré un peu d'argent ou sur ce pari ou non? Eh ben, je viens de vérifier, mon compte est à 0. Voilà. Du coup, il te reste plus rien pour jouer Juan Denis sur le Tour de France. Il n'y a plus rien en caisse, messieurs. Bon, tant pis, ça tombe bien, il y aura des paris derrière, peut-être que tu pourras te renflouer un petit peu. En attendant, le quiz du jour, quel était-ce? Oui, c'est un quiz un peu spécial. On a parlé tout à l'heure de Damiano Caruso. Ça fait 2 ans de suite, messieurs, que sur le Giro, un coureur qui était dans la peau du coéquipier au départ s'immisce sur le podium. On avait eu le cas avec Jay Hindley, on a eu Damiano Caruso. Et donc, je me suis intéressé aux coureurs qui, au XXIe siècle, ont également réussi à surpasser leur leader sur un grand tour. Alors, on va fonctionner de manière habituelle. Je vous ai grainé des indices. Et un petit peu comme ce qu'avait fait Rémi sur le dernier quiz, vous n'aurez pas le droit de reproposer si vous vous trompez tant que les 2 autres n'ont pas fait une proposition à leur tour. Voilà, il y a 5 coureurs, le dernier vaut double. Est-ce que tout le monde est prêt? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Coureur espagnol, né en 1977, je suis en 2010 coéquipier d'Alberto Contador au sein de l'équipe Astana, mais je ne participe pas au Tour de France, victorieux du moins dans un premier temps, de mon leader. Mon heure de gloire, je l'ai connu plusieurs années auparavant, aux côtés d'une autre star espagnole, mais ce grand coureur, justement, abandonne lors d'une étape jugée à Valkenburg et remportée par l'Allemand Matthias Kessler. Devenu leader de substitution, je perds tout espoir de victoire finale dès la première étape de montagne, du moins le croit-on, puisqu'une échappée me donnera au soir Oscar de l'arrivée Pereiro. Oui, tout à fait, Oscar Pereiro. Au soir de l'arrivée à Montélimar, une avance de plus d'1 minute 30 sur mon dauphin Pereiro qui donc remportera ce Tour de France 2006 sur tapis vert. Un point. J'avais pas compris qu'on pouvait répondre pendant la question. Moi, je croyais que tu nous lisais sa fiche Wikipédia. Déjà que tu marques pas beaucoup de points, si en plus tu comprends pas. Pour Anthony qui avait réclamé les réponses avant le début du quiz. Oui, voilà, ça que nos auditeurs soient au courant. Ça m'étonne pas. Allez, le deuxième. Aligné en tant que coéquipier du tenant du titre d'un grand tour, je dois donc côtoyer le porteur du dossard numéro 1. Au départ, la hiérarchie semble claire, d'autant que mon chef de file endosse le maillot de leader dès la 3e étape. Seul hic, ma victoire la veille de cette prise de pouvoir, m'a ouvert l'appétit et je reste en embuscade pour le classement général. Tapis dans l'ombre, j'attends mon heure pour frapper un grand coup au soir de la 7e étape à Montevergine. Nouvelle victoire d'étape donc, maillot rose grâce aux bonifications, je fais coup double et sème le doute dans les esprits. Quelques jours plus tard, Jaroslav Popovic me dépossède du maillot rose, mais ce n'est que provisoire, puisqu'avec 2 nouveaux succès d'étape en 3e semaine, je finis par remporter le Giro devant Chéri Onchar et surtout devant mon chef de file chez Saeco, Gilberto Simoni, qui partira l'année suivante à la Lampre. Damiano Cunego, point pour Johan Tritz. Ah ouais, bravo. Vraiment, alors c'est bizarre que personne l'ait trouvé avant tout ça, mais ok, je m'y attendais pas. Égalisation de Johan, Anthony est bien entendu toujours à 0. Le 3e. Lorsque je prends le départ du Grand Tour qui m'a rendu tristement célèbre, je suis aligné aux côtés du 5e du précédent Tour de France, lequel remportera par la suite 2 grands tours, mais jamais le Tour de France. Bref, revenons à moi. Je suis alors considéré comme un coéquipier de luxe, éventuellement un outsider pour le général, et je dispose d'un bon de sortie lors de la 2e étape alpestre, qui me permet de lever les bras à Tignes et d'endosser le maillot jaune ainsi que le maillot à pois. Déjà vainqueur du classement des grimpeurs par le passé,
Je concentre logiquement mes efforts sur la défense du maillot jaune et avec brio, deuxième au plateau de Baye, je m'impose en solitaire au sommet de l'Obisque. La victoire finale sur le Tour de France ne peut plus m'échapper. Tout à fait, c'est Michael Rasmussen qui devra donc quitter le Tour de France 2007 par la petite porte, exclu par la Rabobank. Égalisation, un point partout, vous l'avez compris, le quatrième sera pour l'honneur. Alors je vais le faire rapidement puisque la dernière vaut double. Coureur français, je me révèle sur un grand tour que nous avons déjà évoqué dans ce quiz. Je dis révélé car avant cette épreuve, mon meilleur résultat sur une course de 3 semaines est une 99e place sur la Vuelta. Mais revenons à ce grand tour. J'y suis aligné aux côtés d'un ancien porteur du maillot jaune sur le tour, dont le meilleur résultat est une 4e place à l'époque sur la grande boucle. Ma course à moi, elle bascule à Pau, 2e de l'étape qui comportait notamment l'ascension de Marie Blanc. J'endosse pour la première et dernière fois de ma carrière le maillot jaune. Au final, à Paris, je conserve une place dans le top 6 puisque je m'accroche et je termine au 6e rang, juste devant mon leader français, lui aussi, qui s'empare de la 7e. Cyril Dessel, devant Christophe Moreau. Devant Christophe Moreau, bien sûr, Tour de France 2006. Merci beaucoup. Le point est pour Yoann qui s'assure la 2e place, mais vous l'avez compris, tout va se jouer maintenant. On ne se rappelle pas des deuxièmes, Anthony l'a dit tout à l'heure. C'est pas faux. Eh bien, à vous de jouer sur cette dernière proposition qui vaut double. Au départ du Grand Tour qui m'a révélé, je suis associé à un coureur qui compte 2 top 5 sur le Tour et un podium sur la Vuelta. C'est donc logiquement mon leader qui franchit la ligne d'arrivée en premier sur le contre-la-montre par équipe inaugural que nous remportons. Et mon leader s'offre donc le premier maillot de l'épreuve. Le maillot de leader, justement, reste dans l'équipe puisque Joaquim Rodriguez récupère la tunique le lendemain avant que je n'endosse à mon tour le précieux maillot des Oro au soir de la 4e étape. Dès lors, c'est un festival. Je m'affirme en patron, remporte 2 victoires d'étape et me présente avec près de 2 minutes d'avance sur mon premier poursuivant au départ du chrono situé à la veille de l'arrivée. Et là, tout bascule. Mon leader cède sa place sur le podium à Alejandro Valverde pour finalement terminer 4e. Isidro Nozal. Je m'écroule pour laisser la victoire finale à Roberto Heras. C'est Isidro Nozal et c'est Yoann. Ah, j'étais pas sûr. Quand je l'ai donné, j'ai fait non, mais il finit 4e. Je crois qu'il était 2e et tout. Mais non. Et non, c'est Igor González de Galdeano, qui était donc le leader de la ONC à l'époque, qui terminera 4e. Incroyable. Bravo, Yoann. Ouais, bravo, je me rappelle aussi qu'il avait été lâché sur la plaine. Merci beaucoup, Jérémy Sakian. Merci beaucoup. On passe tout de suite au pari, bien sûr, parce que je suis modeste dans la victoire. Ah, c'est même pas vrai. On va parier sur le critérium du Dauphiné qui vient de démarrer, tout simplement. Messieurs, quels sont pour vous les favoris de cette épreuve et votre favori ultime pour la victoire du critérium du Dauphiné cette année? Rémi Dos Santos, on commence, tu trépignes. J'ai envie de jouer Guillaume Martin, voilà. Ah ouais, j'ai confiance en lui, il a fait une très belle Mercantour classique. C'est quand même un Dauphiné très montagneux. Certes, il y a le chrono, mais il peut faire la différence. Donc je crois en Guillaume. Guillaume Martin, il y aura quand même un chrono, attention, mais s'il est très fort en montagne, pourquoi pas. Jérémy Sakian. J'ai du mal à voir quelqu'un d'autre que Geraint Thomas, notamment en raison justement de ce chrono. Ouais, Geraint Thomas aussi serait ma préférence évidemment, mais je changerai, vous inquiétez pas. Anthony, est-ce que toi tu vas prendre le contre-pied de Jérémy? Non, je vais partir dans le même clan que Jérémy avec Geraint Thomas également. C'est pas pour autant que tu auras les réponses du quiz la semaine prochaine. Il va tout tenter pour avoir. Moi j'hésitais entre Chris Froome et David Gaudu, et je vais dire David Gaudu. Je ne donnerai pas pourquoi j'ai choisi plus l'un que l'autre, mais voilà, donc David Gaudu pour moi, pourquoi pas, parce que moi aussi j'ai envie de croire à une victoire française. On n'a pas gagné de course par étape depuis 2007 je crois, Christophe Moreau, Dauphiné. Tout à fait, donc ça fait un petit moment. Pourquoi pas les Français qui s'allient et qui arrivent à décramponner Geraint Thomas, parce qu'il a l'air quand même très très fort, avec une nouvelle fois une équipe incroyable d'Ineos. Merci messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ce critérium du Dauphiné, en espérant que nos Français vont briller. Merci de nous avoir écoutés sur les différentes plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast et YouTube. Et pour rester dans le thème italien, je vais vous dire ciao à tutti.